téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci de choisir BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Un plaisir de vous retrouver. Eh bien, c'est l'heure de votre émission Vivre ensemble. Chaque mardi, 21h, le direct. Vous avez également la rediffusion tous les jeudis à partir de 21h. Vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en tapant tout simplement Vivre ensemble BF1 TV, également sur YouTube. Merci pour votre fidélité. Eh bien, M. Sidi Gigma Mohamed est le conseiller qui va nous accompagner ce soir. Il est enseignant en éthique managériale, également conseiller familial. M. Sidi, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci également. Chers téléspectateurs, comme vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est toujours avec un thème sur lequel on échange avec notre conseiller pour avoir des conseils, des solutions, et sur un thème également que vous pouvez appeler en direct pour participer avec des questions et des suggestions également. Le thème de ce soir, c'est réussir sa vie de couple. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'émission. Alors, M. Sidi, le thème de ce soir, réussir sa vie de couple. Alors, ma toute première question, qu'est-ce qu'on entend par réussite dans la vie en général? Ok, merci beaucoup. Et merci aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui sont en train de nous suivre actuellement. Alors, le mot phare ici, le mot-clé, c'est la réussite. Et quand on parle de la réussite, en général dans la vie, c'est lorsque un individu arrive à unir son esprit et son corps pour réaliser un but. Et le plus souvent, lorsqu'il y a une discorde entre notre esprit et notre corps, nous n'arrivons pas à réaliser le but pour lequel nous existons. Donc, lorsque vous arrivez à réaliser ce but-là, naturellement, vous allez ressentir de la joie. Voilà. Donc, en termes simples, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on parle de la réussite aujourd'hui, il ne faut pas juste se limiter aux aspects d'ordre matériel. Il faut aller au-delà, donc pour prendre en compte aussi la dimension spirituelle. Donc, ce sont les deux réunis, naturellement bien dirigés, bien parrainés et bien patronnés par les créateurs, Dieu le créateur, et le parent pour certains, et les créateurs pour d'autres. Alors c'est grâce à tout cela, toute cette combinaison-là, et à ce travail vraiment de mutualisation, justement au sein de l'individu, que finalement l'individu peut ressentir la joie, il peut ressentir le bonheur. Alors l'un des grands secrets qui permet à un individu aussi de pouvoir ressentir de la joie, c'est vraiment lorsqu'il arrive à vivre et se sacrifier pour les autres, par exemple. Voyez. Donc, c'est un exemple de réussite que d'être capable de se sacrifier pour les autres. Et c'est sûr que les avis sont un peu partagés. Parce que certains diront, ah, mon bonheur, c'est dans mon travail. Mon bonheur, c'est lorsque je prends soin de ma femme. Mon bonheur, c'est lorsque je prends soin de mes enfants. Mais à chaque fois, on va se retrouver avec deux dimensions. Soit c'est une dimension extérieure ou une dimension intérieure. Mais il faut en fait les deux réunis et combinés de façon harmonieuse pour permettre à l'individu de pouvoir vraiment se sentir dans une situation de réussite. D'accord. Alors, M. Sidi, ce soir, la vie à deux ou en couple, parlons-en tout simplement. Okay. La vie à deux ou en couple, c'est tellement intéressant quand on en parle parce que je voudrais juste me poser la question de savoir si, au départ, on avait parlé de l'esprit et du corps. Est-ce que l'esprit peut vivre sans le corps, par exemple? Voilà. Donc, c'est une vie à deux. Lorsqu'on prend un individu déjà, alors il est déjà en train de mener une vie à deux. À l'intérieur donc de l'individu, il y a son esprit, il y a son corps. Mais ensuite, lorsqu'il s'unit à une autre personne, alors ils vont former naturellement un couple. Mais je dirais un couple où chaque individu donc, a deux composantes, vous voyez. Et donc, le système donc, de la multiplication va se créer et on va trouver déjà à l'intérieur donc, de cette relation de couple-là une possibilité de ressentir vraiment le bonheur
de ressentir la joie et de vivre, d'être vivant. Ça signifie en réalité que c'est très difficile et que l'esprit vive seul, sans le corps. Et de la même façon que l'esprit ne peut pas vivre sans le corps, la femme ne peut pas vivre sans l'homme, l'homme également ne peut pas vivre sans la femme. Donc la vie à deux va devenir à la limite une situation naturelle qui est créée pour permettre à l'homme et à la femme de pouvoir ressentir de la joie. D'accord. Mais entre une vie à une personne et une vie à deux, quels sont vos choix? N'oublions pas qu'il y a également des vies à quatre et même plus. Ok, merci. Et c'est une question qui doit être nuancée. Il y a certains, par exemple, qui étaient tout seuls avant d'entrer, par exemple, dans la vie à deux. Et comprenons bien que quand on parle de la vie à deux, ce n'est pas une vie à garçon-garçon ou femme-femme, non. Ce n'est pas de cela dont on est en train de parler ici. Ici, rappelons que la famille, dans l'entendement donc, que moi je donne dans mes conseils, c'est l'homme, c'est la femme et ce sont les enfants. C'est cette formule-là. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que si effectivement un homme était seul et bon, il arrivait à ressentir un peu de bonheur, mais ensuite, lorsqu'il s'accouple, il a tellement de difficultés, il a tellement de problèmes dans sa vie, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Alors, cela signifie que quelque part, il y a eu des changements qu'il n'a pas pu assumer entièrement. Vous voyez? Donc, quand il était seul, il se disait que bon, quand je vais être avec une deuxième personne, ça va aller. Mais ensuite, lorsque l'individu oublie que pour aller donc à la situation de couple, il faut apprendre à se sacrifier les uns pour les autres. Et en ce moment, l'individu ne se retrouve pas. Il pense qu'il y a un problème qui se pose et il arrive souvent qu'il préfère vivre tout seul parce qu'il n'a pas pu effectivement s'harmoniser avec la deuxième personne. Alors, il y a aussi le fait que, par exemple, certaines personnes ont dû choisir tout simplement de rester seules parce qu'ils n'ont pas effectivement cherché à aller dans le sens de vivre en couple pour voir ce que cela donne. Et lorsqu'ils vivent en tant que des individus, alors ils ne ressentent pas toujours de la joie et souvent quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui se confier, juste parce qu'ils n'ont pas essayé donc ils n'ont pas essayé l'aventure d'aller à deux, d'aller en couple. Alors moi, j'encouragerais ces personnes à essayer pour voir ce que ça va donner. Mais quel courage il faut avoir pour pouvoir arriver à cette étape-là, surtout quand on est timide et vraiment réticent. Voilà, le courage qui vaille la peine ici, quand on parle de la vie à deux, c'est lorsqu'on est prêt vraiment à se sacrifier. Lorsqu'on est prêt à accepter l'autre, malgré ses insuffisances, malgré ses faiblesses, malgré l'ensemble des problèmes qui émaillent le couple, alors vous êtes toujours la première personne à dire non, mais moi j'ai la solution. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, la solution est vite trouvée. Mais quand on pense que non, c'est l'autre qui doit apporter la solution, et on est dans une situation où à ce moment, personne n'apporte la solution. Puisque par exemple, vous dites vous avez la solution, mais vous ne l'apportez pas. Moi j'ai la solution, je ne l'apporte pas. Personne ne va effectivement apporter la solution. Mais ensuite, s'il y a une personne qui effectivement affiche sa bonne volonté d'aller dans le sens d'apporter les solutions, alors c'est un couple qui va s'harmoniser, c'est un couple qui va connaître le vrai bonheur. D'accord. Mais M. Sidi, parlant des difficultés, citez-nous au moins 3 dangers qui sont à l'origine de ces difficultés. Voilà. Et certains hommes qui n'arrivent pas à approcher des femmes, juste dire tu me plais, juste le mot tu me plais, j'aimerais vivre quelque chose avec toi, j'aimerais partager ma vie avec toi. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, parlant des difficultés pour la vie à deux, alors lorsqu'il arrive qu'un homme n'ait pas la capacité donc d'aller vers une femme, cela peut être lié effectivement à son passé. Quand je parle du passé, cela peut être lié à une vie antérieure que cette personne l'a amenée, ce qui l'amène naturellement à avoir ce qu'on appelle une forme de peur, ou bien il a peut-être un manque d'amour vis-à-vis de lui-même, il a des difficultés pour pouvoir aller vers les autres. Donc ce sont des personnes qui en général ont eu des difficultés au sein de leurs différentes familles, et ces personnes auront naturellement des difficultés pour aller vers
voilà, vers une personne féminine, par exemple. Vous voyez? Alors, ça peut aussi être expliqué par le fait des difficultés qu'on a eues, par exemple, avec sa maman. Et cela nous amène naturellement à avoir une sorte de dégoût qu'on ressent naturellement vis-à-vis alors en fait, du sexe opposé, par exemple. Voilà. Donc ça peut arriver également. D'accord. Voilà. Mais parmi les difficultés majeures, je voudrais parler des difficultés parce que, parlant des jeunes qui veulent aller dans le sens du mariage, par exemple, ils voudront peut-être savoir mais quelles sont les difficultés donc qu'il faut chercher effectivement à surmonter pour avoir un mariage réussi, par exemple. OK? Alors, la réponse sera plus ou moins la même que pour ceux-là qui sont déjà mariés et qui sont dans les différentes familles. Je m'explique. Lorsque, par exemple, mari et femme sont déjà en train de vivre une relation conjugale, il arrive qu'ils ont beaucoup de difficultés et ces difficultés sont essentiellement liées à plusieurs facteurs. Quels sont ces facteurs? Le premier facteur, c'est le fait, par exemple, qu'il y ait une certaine méconnaissance, effectivement, c'est-à-dire dans la relation, l'homme ne connaît pas la femme avant de se marier, la femme ne connaît pas l'homme avant de se marier. Donc, il y a une sorte de méconnaissance, il y a un ensemble d'éléments qui sont restés cachés. Et donc, l'homme finit de se marier avant peut-être de sortir l'ensemble donc, de situations alors qu'il va exposer maintenant à la femme. Méconnaître dans quel sens, M. Sidi? Alors, méconnaître, c'est, par exemple, vous avez un sale caractère, vous avez votre caractère qui est là, mais dans la préparation pour le mariage, vous n'avez rien dit. Mais si on dit, est-ce que ça va marcher? Il faut aussi cacher pour pouvoir... Oui, mais quand vous cachez également et ensuite ça ne marche pas, vous faites comment? Voilà. C'est toujours mieux de savoir avant de s'engager. C'est toujours mieux de s'engager et de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre avant de s'engager avec l'autre. L'avantage est que quand on s'engage, c'est en connaissance de cause, on est même plus préparé sur le plan psychologique et sur le plan conjugal à accepter les défauts de l'autre et à travailler même à aider l'autre à pouvoir surmonter ses défauts. Voilà, donc cette méconnaissance de l'autre peut amener beaucoup de problèmes juste après que effectivement le mariage ait été réalisé. D'accord. Vous avez aussi, par exemple, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut citer, on ne finira pas de les citer. C'est ça. On prendra entre autres exemples, par exemple l'infidélité, qui est un problème très majeur effectivement au niveau des couples, qui fait aujourd'hui que beaucoup de couples ne sont pas heureux du tout. D'accord. Voilà. Et cette infidélité a commencé par une sorte d'entraînement au copinage, donc qui est très développé dans notre milieu des jeunes, par exemple. Et lorsque vous prenez 100 jeunes, vous avez la chance d'avoir au moins 80 à 90 qui connaissent l'acte sexuel avant d'aller au mariage, par exemple. Voilà. Ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que déjà, on a des mariages qui sont déjà des mariages morts-nés. Vous voyez? Si on peut utiliser l'expression. Voilà. C'est-à-dire on se marie avec les problèmes et on garde l'espoir que oui, dans le mariage, on va travailler à pouvoir s'en sortir. Mais ensuite, on constate que les difficultés vont aller de plus en plus grandissantes parce que tout simplement, aucun effort n'est fait pour aller effectivement à la résolution en tout cas de ces problèmes. D'accord. Alors, M. Sidi, on reste toujours dans ces difficultés-là. Là, on parlait des garçons, des hommes qui avaient des difficultés à approcher les femmes. Alors, et si c'était vice-versa? Alors, il y a des femmes qui tombent amoureuses des hommes, c'est-à-dire, je prends un exemple, une femme qui tombe amoureuse d'un homme, mais qui a peur d'en parler, de lui approcher pour dire, ben, écoute, je suis tombée sous ton charme, tu me plais bien et tout. Déjà, est-ce que c'est conseillé qu'une femme fasse le premier pas? Et aussi, si c'est oui, qu'est-ce que vous conseillez à ces dames-là? Alors, le plus souvent, lorsqu'il y a la peur d'aller effectivement vers l'autre, alors, parce que nous sommes en train de parler ici, en fait, d'une forme de copinage, vous voyez, c'est déjà mal parti pour un mariage, lorsqu'il faut effectivement commencer à convoiter l'autre
c'est normal de convoiter l'autre, mais pas dans le cadre du mariage, en fait. Mais quand c'est la femme qui convoite, Oui. est-ce que c'est normal? Oui, c'est la femme qui convoite. Alors, elle convoite, c'est bien normal, c'est normal, parce qu'elle est dans une situation d'adolescence, c'est bien normal. Mais ce que je voudrais, en fait, rectifier un peu ici, c'est que dans le cadre du mariage, il faut une véritable préparation. Et cette véritable préparation-là, alors, ne doit pas se faire sans un élément que nous n'avons pas en fait cité ici, qui est l'élément fort même de la relation, qui est en fait Dieu, le Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des relations qui sont uniquement basées sur des critères horizontaux sont des relations qui sont vouées le plus souvent à l'échec. Je m'explique parce que le plus souvent, quand on a une connaissance ou une relation avec l'autre et il n'y a aucune présence du Créateur ou bien aucune présence divine, il n'y a aucune présence, par exemple, de la relation que nous avons avec celui qui nous a créés, alors nous pouvons nous retrouver avec beaucoup de difficultés parce qu'en réalité, on apprend à aimer avec qui? On apprend à aimer avec le Créateur, par exemple. Voilà. Il n'y a pas d'autres discours qui nous permettent véritablement de résoudre ce type d'équation. Et si vous constatez que c'est un monde fait d'équations relationnelles difficiles à résoudre, c'est tout simplement lié au fait que nous n'avons pas tenu compte effectivement de ce troisième aspect-là, qui n'est plus uniquement une vie à deux, mais c'est maintenant une vie à trois, où effectivement c'est un être suprême qui nous enseigne ce que c'est que l'amour, mais un être suprême qui nous apprend à être vraiment des personnes correctes, un être suprême qui nous apprend aussi à avoir ce qu'on appelle la fraternité les uns vis-à-vis des autres. Et si cette préparation se fait dans une véritable fraternité, il n'y a plus la peur justement d'aller dans les relations. D'accord. Il n'y a que le sentiment de s'engager pour aller effectivement dans le cadre, pour aller réussir son mariage. Mais lorsque justement ce côté-là manque, alors il va de soi que ce sont effectivement des sentiments qui se terminent toujours par des chagrins parce qu'on a peur. Lorsque vous ressentez déjà de la peur d'aller dans le cadre d'une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher donc à corriger cette relation. D'accord. Alors, ici, on comparait la réussite conjugale avant et maintenant. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Avant et maintenant, parce qu'avant, on a des couples actuellement qui ont 35 ans de mariage, 40, 60 ans. Donc, c'est une réussite. Alors, la différence maintenant? Alors, dire que c'est une réussite, c'est à nuancer. Alors, il faut essayer donc de repartir un peu en arrière pour constater que beaucoup de femmes étaient mariées à des hommes, alors, mais elles n'étaient pas heureuses en réalité. D'accord. Dans la réalité, elles n'étaient pas heureuses. Alors, beaucoup de femmes ont souffert dans les foyers, mais ces femmes avaient toujours gardé le silence de leur souffrance. Alors, ce qui n'a pas permis justement à l'histoire justement de nous dire que tout n'allait pas bien, parce que les femmes allaient toujours se comporter comme si tout allait bien. Je ne vous coupe pas, M. Sidi. Est-ce à dire que ce n'est pas parce que c'est 40 ans de mariage que c'est une réussite? Ce n'est pas parce que c'est 40 ans de mariage que c'est une réussite. Parce que si vous avez à cœur de poser la question à une personne qui a 30 ans de mariage ou 40 ans de mariage, alors la personne, avant de finir donc son histoire de 30 ans, va verser des larmes, par exemple. Verser des larmes pour le fait que, par exemple, c'est une femme qui a été battue pendant de longues années. Verser des larmes parce que c'est une femme qui a connu, par exemple, son mari vivre avec d'autres femmes sans pouvoir effectivement avoir la voix au chapitre pour dénoncer ce qui s'est passé et qui n'allait pas du tout. C'est une femme qui a été chagrinée par effectivement certaines façons de discriminer la femme sur le plan social, sur le plan culturel. Alors, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Je vous prends simplement un exemple. Une femme qui avait son mari qui voulait prendre une deuxième femme et qui va voir sa maman. Ah, maman, mon mari là veut prendre une deuxième femme, mais je ne suis pas d'accord. Mais sa maman lui a dit, mais tu n'es pas normal. Nous sommes combien dans notre foyer ici? Nous sommes 4.
Vous êtes deux seulement et puis toi, tu te plains. Ça n'a pas de sens. Voilà, en fait, la réplique que la maman a donnée à sa fille. Ça signifie quoi? Ça signifie que quelque part, on s'est accoutumé à une sorte de vie sans amour, que jusqu'à un certain niveau, on trouve qu'il est normal de vivre ainsi. D'accord. Monsieur Sidi, donc on est d'accord que ce n'est pas le nombre d'années qui fait la réussite. Ce n'est pas Alors, le nombre qu'est-ce qui d'années. fait la réussite du couple? Ce qui fait la réussite du couple, c'est un engagement véritable. Lorsque vous engagez pour le mariage dans un couple, lorsque vous allez dans le cadre d'un couple, il faut vous engager réellement. Voilà, c'est un engagement. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la comédie en fait. Mais on joue beaucoup de la comédie dans la relation conjugale. Voilà, parce qu'on ferme toujours les yeux, on joue bien sûr à la politique de l'autruche. Même quand ça ne va pas, on ferme les yeux, on dit ça va, ou bien on se dit non, demain ça va aller. Mais on ne fait rien pour que les choses changent, on ne fait rien pour que la situation effectivement devienne meilleure. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes. Les couples ne sont pas du tout engagés mutuellement. Parlant d'engagement. Parlant d'engagement, c'est lorsque, par exemple, tu dis « je t'aimerai toute ma vie, je resterai fidèle à toi toute ma vie, je prendrai soin de toi toute ma vie, je vais te respecter toute ma vie. » Et surtout appliquer. Et surtout appliquer. Je saurai t'aimer toute ma vie. Je saurai effectivement faire en sorte que les autres puissent aussi avoir du respect pour toi. Tu deviendras ma reine, ou du moins tu seras ma reine et moi je serai ton roi. Donc on a chanté tellement de chansons. Mais ensuite, lorsqu'on s'est marié, on a oublié ces chansons. On a décidé donc d'aller dans un autre sens, dans une autre direction. On a voulu partager une vision au départ, mais ensuite, on n'a pas eu le courage suffisant pour aller dans le cadre de cette vision-là, pour effectivement la mettre en œuvre et en faire une réalité. Voilà le problème qui est posé. C'est un problème d'engagement. C'est aussi un problème de sacrifice. Un homme qui ne peut pas se sacrifier pour sa femme. Une femme qui ne peut pas se sacrifier pour son homme. Voilà des problèmes qui se posent, par exemple, dans le couple, qui empêchent la réussite au sein du couple. Donc, s'il y a un engagement véritable, si effectivement on travaille chaque jour pour effectivement faire en sorte que le couple puisse aller mieux, de mieux en mieux, alors ce couple ne peut qu'aller de mieux en mieux. Mais si on passe le temps à dormir sur cet engagement, parce qu'on ne s'est pas engagé du tout, alors on ne doit pas être étonné, par exemple, de voir qu'on est en train, par exemple, d'aller vers le divorce, par exemple. Si vous remarquez, dans notre société actuelle, il y a beaucoup de divorces. Donc c'est lié au fait que effectivement, les gens se sont engagés par la parole, mais au niveau des actes, il n'y a pas d'engagement. D'accord. On dit, mais dans la manière donc d'agir, on donne effectivement la confirmation qu'on n'a pas du tout d'engagement vis-à-vis de la personne vers qui on s'est engagé. Et cela constitue une véritable tragédie au sein des couples. D'accord. Monsieur Sidi, parlant de réussite de la vie de couple, c'est que le divorce ne doit même pas y planer, le divorce n'a pas sa place, c'est ça. Alors, pour le taux élevé de divorce, les conséquences, quelles sont selon vous les raisons, voilà, les raisons d'abandonner sa femme ou son mari? Pourtant, on s'est juré fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, l'une des grandes raisons, c'est le manque de la préparation. Il y a eu un manque de préparation. La vision aussi du mariage n'a pas été suffisamment partagée. La vision du mariage n'a pas été acceptée. Alors, les uns et les autres ont vécu dans le copinage et se sont juste fiés donc, aux questions d'apparence physique, aux questions d'apparence extérieure, aux questions d'apparence matérielle. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs ça qui fait que, à la fin, finalement, on a un problème donc, qui se dévoile à l'horizon. Ce sont l'ensemble des problèmes qui émaillent le couple et qui empêchent le couple d'avancer. Voilà. Donc, c'est tout simplement lié au fait d'un manque de sincérité. C'est lié au fait d'un manque d'engagement. C'est lié au fait d'un manque de sacrifice. C'est lié au fait d'un manque de préparation. Voilà. C'est lié au fait d'un manque d'intégrité. Alors, on n'a pas cherché vraiment à développer un certain nombre de valeurs et des valeurs donc, que nous partageons même avant d'aller signer chez le maire. Nous devons partager ces valeurs-là et nous devons travailler d'une certaine façon à développer une sorte d'unité entre mari et femme. En définitive, et malheureusement, cette unité
n'est pas là parce que tout simplement, on a chanté des chansons, on a passé le temps à dire que oui, tu es mon soleil de minuit, tu es ma lune du jour. Donc on a tellement chanté, on a fait tellement de philosophies, voilà, vis-à-vis de son épouse ou bien de son époux. Mais aujourd'hui, on pense qu'on n'a plus la possibilité de dire « je t'aime » à ma femme, par exemple. On ne peut même plus prononcer ce mot-là parce qu'on est toujours pris par une certaine colère d'aller dans ce sens. Vous voyez? Mais pourquoi on ne peut pas dire « je t'aime » à sa femme? Alors, c'est aussi simple. C'est lorsque vous avez quelque chose qui est assez important et lorsque vous creusez, par exemple, un petit trou et puis vous mettez un peu de la poussière aujourd'hui. Vous voyez? Et 2 jours après, vous mettez encore plus de poussière. 1 année après, vous mettez encore plus de poussière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la limite, vous avez d'une certaine façon enseveli cet amour-là, ce sentiment-là. Et voilà. Et ce que vous mettez au-dessus, c'est quoi? C'est l'ensemble des types de mauvais sentiments que vous développez. Voilà. À une de mes émissions, j'ai dit, faisons attention à la pensée. Ma manière de penser vis-à-vis de mon épouse. Parce que la pensée a un âge dans notre couple. L'action a un âge dans notre couple. Vous avez commencé à dire des injures à votre épouse au lendemain de votre mariage. Et vous avez continué à le faire pendant au moins 10 ans. Voilà. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire « je t'aime » à votre épouse parce que vous avez habitué votre esprit à chanter des injures vis-à-vis effectivement de votre épouse. Et même qu'elle ne pourra plus y croire. Elle ne va plus y croire et même ce que vous dites, même dans ce que vous dites, il n'y aura pas de la sincérité, même quand vous dites oui, je t'aime. Elle ne va pas croire en cela parce que vous n'avez pas développé ce cœur-là d'amour véritable vis-à-vis d'elle. Donc, le temps qui est aussi l'accompagnateur, bon ou mauvais, va effectivement enclencher donc, ce phénomène-là d'inimitié entre l'homme et la femme. D'accord. Alors, vu toutes ces conséquences, M. Sidi, en définitive, comment mener une vie de couple sans divorcer pour que ça soit une réussite? Alors, pour mener une vie de couple sans divorcer, alors certains diront, mais il faut divorcer quand ça ne va pas, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais le divorce a des conséquences très néfastes dans la société. Alors, on peut divorcer avec une raison qui puisse tenir, comme par exemple dans les cas de violence. Vous voyez, il y a certaines violences où, par exemple, la femme est battue presque à mort. Et à un certain niveau, alors elle ne ressemble plus à rien, compte tenu donc de cette violence. Alors donc, je n'encourage pas les divorces, mais je pense qu'il serait bon de s'arrêter un instant pour chercher la solution. Le divorce n'est pas la solution. Voilà. Mais si des personnes sont amenées à divorcer, c'est que ces personnes, certainement, n'ont pas suffisamment réfléchi sur la relation avant de s'engager dans le mariage. Parce que quand on s'engage là, c'est une union sacrée en réalité. Voilà. Mais si vous ne la sacralisez pas et à la fin, ça termine au niveau de la justice, à la fin, ça devient des problèmes au niveau social, au niveau de la communauté. Et ça signifie que quelque part, il n'y a pas eu un véritable engagement. Voilà. Donc le conseil que j'ai à donner ici, c'est que aux jeunes, par exemple, qui se préparent pour se marier, il faut qu'ils se préparent suffisamment. Voilà. Aux personnes qui sont déjà dans le mariage, qui vivent peut-être des difficultés, alors je les encouragerais à continuer effectivement à développer l'engagement au sein de leur couple. Alors, pour développer l'engagement au sein de votre couple, il ne faut pas se dire non, c'est impossible, ce n'est pas possible, mais il faut toujours essayer, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. D'accord. Alors, nous sommes à 30 minutes d'émission, on va donner le numéro de téléphone pour les appels et on revient pour la suite. Okay. Chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant composer le 25 37 62 90, 25 37 62 90 pour participer à l'émission. Vous appelez, vous réagissez par rapport au thème. Si vous avez des questions, Monsieur Sidi est là pour répondre. Alors, on continue. Dites-nous, l'ethnie
ou la religion sont-ils des facteurs d'échec pour la réussite d'un couple? Alors, c'est une question qui mérite une plus grande réflexion. Alors, on a toujours placé l'ethnie et la religion comme des obstacles pour réussir sa vie de couple. Il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation, mais s'ils font une très bonne analyse, ils verront que le motif réel n'est ni l'ethnie, ni la religion. Vous voyez, il y a toujours un motif qui se place, qui se cache derrière effectivement la religion et l'ethnie pour amener l'homme et la femme à se séparer, par exemple. Vous voyez? Parce que l'amour est plus grand que tout. Si votre amour est sincère, si votre amour peut effectivement déplacer des montagnes, alors pourquoi cet amour ne déplacerait pas la religion? Pourquoi cet amour ne déplacerait pas l'ethnie? Parce que cet amour est plus âgé que la religion et cet amour est plus âgé que la religion et l'ethnie. Donc naturellement, lorsque la religion et l'ethnie viennent, c'est pour renforcer l'amour qui existe déjà. Voyez. Mais il arrive que effectivement certaines personnes se séparent ou bien sont en tout cas dans une forme de conflit conjugal à cause de ces deux facteurs. Alors donc moi je retiens que tout simplement que si des couples sont dans cette situation, ils doivent analyser la situation pour savoir réellement si c'est l'ethnie et la religion qui sont à l'origine de cela, parce que moi je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense plutôt que le motif est ailleurs. Il faut aller le chercher ailleurs. Est-ce que souvent aussi, ce n'est pas directement le couple concerné, peut-être souvent c'est l'entourage, la famille? Alors, le plus vous pouvez souvent, donner des conseils? Oui, le plus souvent on dit ça parce que je prends un exemple simple. C'est très facile, par exemple, de marier une fille qui est riche, n'est-ce pas? Oui. Et c'est très difficile de marier une fille qui est pauvre. Vous voyez? Voilà, donc une fille qui est riche, quelle que soit son ethnie, elle peut se faire facilement marier. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà, ça peut être nuancé, mais c'est ce que je pense. Vous voyez? Donc, on peut se cacher derrière un motif pour dire, voilà, OK, alors elle a l'argent, donc il n'y a pas de problème. OK? On peut aussi être derrière un certain motif pour dire, ah oui, il occupe une position très importante dans la société, alors donc ça peut aller. Vous voyez? Donc, on place des intérêts qui sont d'ordre matériel au-dessus, voilà, de la dimension de l'amour qui est une dimension beaucoup plus spirituelle. Voilà. Donc, il faut travailler effectivement à faire la part des choses pour savoir ce qu'est réellement, ce qu'est véritablement l'amour. Parce que l'amour possède la force de résoudre tous les problèmes. D'accord. Monsieur Sidi, le destin a-t-il sa place dans la réussite du couple? Voilà un autre motif qu'on utilise, vous voyez. Mais à réfléchir sur la question du destin, alors j'ai même échangé avec un monsieur, et sur la question du destin, alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que la foi est très importante au niveau de l'être humain. Lorsque vous avez foi en quelque chose, et lorsque effectivement vous mettez pleinement votre foi dans cette chose va se réaliser. Voilà. Si dans votre esprit vous êtes dit que si je marie une Bissa, je ne serai jamais heureux, alors soyez sûr que cette croyance si forte en vous va se réaliser pleinement parce que vous avez cru en cela. Et vous avez entretenu cette énergie négative-là en vous, de sorte que même lorsqu'il y avait des opportunités pour vraiment réaliser le bonheur familial, donc vous n'avez pas saisi ces occasions parce que vous avez plutôt saisi ces énergies négatives qui vous ont toujours accompagné tout au long de votre vie conjugale. C'est ce qui arrive souvent au sein des couples. Donc, si vous croyez pleinement également que, quelle que soit l'ethnie de mon épouse ou bien la religion de mon épouse, alors lorsque effectivement je crois pleinement à la relation et puis je m'investis sincèrement dans cette relation, ça va donner quelque chose. Parce que je vous prends un exemple, Dieu n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de nationalité. Vous voyez? Voilà. Donc c'est un exemple aussi simple pour dire que l'amour aussi n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de nationalité. L'amour est tout simplement L'amour a tout simplement besoin d'être sincère. C'est de cela dont il s'agit. Un amour qui est sincère ne se décolore pas et ne s'éteint pas, quelles que soient effectivement les saisons et la succession de ces saisons-là dans le temps. Voilà. Donc, il est bon de toujours développer une foi dans votre relation. Vous avez marié une personne, vous êtes dans une relation,
alors ayez pleinement foi dans cette relation, engagez-vous, investissez-vous, sacrifiez-vous, intéressez-vous à la relation. C'est véritablement important. Donnez votre présence dans cette relation. Vous êtes marié avec une femme, mais dans le mois, vous êtes peut-être là 2 fois ensemble. Ou bien vous n'êtes jamais là ensemble. Mais ça, c'est quel type de relation? Ça sert à quoi de se marier si, par exemple, on n'est jamais ensemble? Il n'y a pas la présence féminine, il n'y a pas la présence masculine au niveau du foyer, et on parle de mariage. Il n'y a pas de mariage à ce moment. Je suis désolé de le dire. Et s'il y a des enfants, ces enfants ne pourront pas recevoir l'éducation qu'ils doivent recevoir pour devenir de bons citoyens dans le futur. Donc, il est important que lorsqu'on se marie, qu'on s'engage véritablement. Voilà, qu'on sache à quoi on s'engage. On ne s'engage pas juste pour soi-même, mais on s'engage parce qu'on veut qu'un intérêt collectif puisse effectivement être satisfait. Cet intérêt collectif-là, c'est l'acceptation effectivement de vivre à deux en permettant la présence de chacun, les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire que l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. En parlant de cela, quelle est la responsabilité de l'homme ou de la femme dans la réussite du couple? Les responsabilités. Alors, parlant de la responsabilité de l'homme ou de la femme, c'est vrai que certaines personnes, par exemple, pensent que oui, ma responsabilité, ça se limite à donner de l'argent, ça se limite à déposer un sac de riz, ça se limite à payer des pains pour ma femme ou bien pour mon mari. Voilà. La responsabilité ne doit pas s'entendre uniquement sur le plan effectivement extérieur. Voilà. C'est une responsabilité qui est pleine et l'homme comme la femme doivent travailler effectivement à accomplir leurs responsabilités. Voilà. Et la responsabilité d'un homme vis-à-vis de sa femme, c'est vraiment de faire en sorte pour être présent au sein de la famille, d'aimer sa femme, d'accord, être présent au sein de la famille, ok, donner ce qui est nécessaire au sein de la famille si on a les moyens, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a des familles effectivement où la femme a plus de moyens que l'homme, donc il arrive que la femme ait plus de moyens que l'homme, donc naturellement c'est la femme qui va effectivement travailler, apporter effectivement ce qu'il faut pour subvenir aux besoins. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des situations où l'homme doit prendre pleinement responsabilité, mais il y a aussi des situations où l'homme doit partager la responsabilité avec la femme. Voilà. Donc, la fidélité vis-à-vis de son épouse, parce qu'il y a un engagement qui a été fait, donc il faut respecter sa parole, il faut respecter son engagement, il faut développer une vie de sincérité vis-à-vis de son épouse, il faut travailler chaque jour à tisser effectivement cette relation-là autant que possible pour que cette relation soit une relation idéale. Parce qu'en réalité, lorsque un homme accomplit bien sa responsabilité, alors naturellement la femme peut être contaminée par cet élan donc de la part des responsabilités. D'accord. Et quelles sont les responsabilités de la femme? Nous allons prendre quelqu'un et puis on revient. Allô? Et voilà, il pourra revenir. Donc, les responsabilités de la femme. Alors, les responsabilités de la femme sont similaires à celles de l'homme. Voilà. À la seule différence qu'une femme a besoin d'avoir un peu d'humilité. L'humilité est très importante dans le foyer. Également, une femme a besoin aussi de prendre soin des enfants. Okay? La responsabilité d'une femme également va au-delà donc de ça pour parler effectivement de la question financière et aussi une autre responsabilité, c'est d'être fidèle aussi à son mari. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas fidèles à leur mari. Vous voyez? Nous allons prendre quelqu'un. Allô? Oui. Oui, bonsoir. S'il te plaît, moi, je suis en train d'écouter dessus l'émission là et puis ça m'intéresse beaucoup. Oui, vous avez une question? Oui, oui. Allez-y. Bon, moi, je suis dans une situation vraiment dure dans mon couple là, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, non, je ne sais pas où commencer. C'est comme, je suis en train d'écouter parler de ça ne va pas, mais le médecin ne veut pas que les gens savent que ça ne va pas, ou bien moi, je n'ai pas parlé. Par exemple, quand il y a quelque chose qu'il fait, ça ne va pas. Je n'ai pas le droit de dire que ce qu'il fait, ça ne me plaît pas. J'essaie de dialoguer pour qu'on dialogue là. Il va crier seulement pour dire que
Les amis disent que la femme n'a pas le droit de dire à un homme ceci, cela n'est pas bon, quoi, même si ça ne va pas, mais que ça va aller. En fait, Ça il n'y a va pas pas dedans, mais il fait tout pour que je dise que ça va. Lui-même, il voit que ce qui se passe là. Par exemple, là aussi, c'est pas à dire que ce sont des autres. Mais je suis dans le couple, je peux taper. Souvent, je fais une année. Je ne sais pas ce qui veut dire intimité sur les liens conjugales. Et le monsieur passe tout son temps dehors. Mais quand tu essaies de vouloir chercher à savoir cette vie-là, c'est quel genre de vie de couple et dans ça là, il te frappe. D'accord. C'est bien noté, Il y a la madame. violence qui est là. Mais quand tu essaies aussi d'aller vers les parents, ce qu'ils vont te faire comprendre là, que ça a été comme ça, qu'il faut supporter. D'accord. Moi, j'essaie de demander à mon mari aussi, si c'est moi, je te compte, je fais des choses qui ne te plaisent pas, si tu sais que tu ne peux pas me dire. Essaie de voir les parents. Tu envoies et tu essaies de brancher, on va me parler aussi. Je vais voir si c'est. Je vais essayer de voir si c'est de mon côté, je vais voir et puis changer pour qu'on puisse se comprendre. Allô, Donc, madame? quand je parle, il Allô, me dit non, madame? que moi, je ne vois pas un problème Allô, madame? de mon côté. Oui? C'est bien noté, hein, c'est bien noté, on a bien compris. Il n'y a pas de communication, vous n'avez pas votre mot à dire dans votre foyer. Vous pouvez faire une année sans intimité, c'est bien noté, vous restez à l'écoute. Monsieur Guigma va donner des conseils. C'est seulement dit, c'est un besoin. Restez à l'écoute. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà. On sent qu'elle avait vraiment envie de déballer, on sent que vraiment ça ne va pas, elle a gros sur le cœur. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner à cette dame, Monsieur Sidi? Oui. Alors, je voudrais la féliciter parce qu'elle a au moins le courage de dire que ça ne va pas. Et lorsque, effectivement, on est dans des difficultés, on est capable de dire que ça ne va pas, ça veut dire qu'on reconnaît déjà qu'on est dans une situation donnée. Et cela peut effectivement être une bonne perspective pour effectivement guérir de son mal. Voilà. Maintenant, le second problème qui va se poser, alors, c'est le fait que, effectivement, alors, si ça ne va pas, alors qu'est-ce qu'elle, en tant qu'épouse, voilà, qu'est-ce qu'elle, en tant qu'épouse, est en train de faire pour que les choses puissent aller? Parce que souvent, les gens pensent que l'homme a toutes les solutions au monde, n'est-ce pas? Alors, il va toujours te dire que ça ne va pas, mais ça va aller. Mais comme solution, elle dit qu'elle essaie de dialoguer, mais le monsieur ne l'écoute pas, elle n'a pas de mot à dire, et elle est allée voir ses parents, et ses parents qui lui disent non, de supporter, c'est comme ça, la femme doit supporter. Alors, moi, je pense que si elle est... Le conseil que j'ai à donner ici, c'est surtout de ne pas provoquer, d'accord, de ne pas provoquer son mari, parce qu'une personne comme ça peut devenir très violente, d'accord? Il ne faut pas provoquer le mari, mais il faut rester dans son silence, tout en développant une certaine capacité à non seulement se soigner soi-même d'abord, et ensuite maintenant prendre soin de l'autre. Voilà, on est dans une situation où souvent, lorsque par exemple on a beaucoup de difficultés, alors on est amené souvent à se plaindre de son partenaire. Et quand on se plaint de son partenaire et le partenaire se met en colère, on n'a pas aussi une solution pour effectivement résoudre la question. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout de garder la foi. Mais si elle est dans le domaine de la religion, alors il faut qu'elle sache qu'il y a un côté qui est en train de manquer dans la relation. Voilà. Si elle est musulmane, elle doit croire en Dieu, elle doit vraiment mettre l'accent sur la prière, parce que, vous savez, à chaque fois qu'on est dans une situation où un homme est transporté dans une autre situation, alors cet homme est certainement animé aussi par un esprit. Donc, quel est l'esprit qui se cache derrière chaque personne? Donc, il faut analyser la situation de cette façon et voir dans quelle mesure peut-être une attitude de prière, une attitude de dévotion peut peut-être amener peut-être l'homme effectivement à changer de... Faire quand même une année sans intimité, est-ce que là on peut parler de mariage? Et si la femme va voir ailleurs, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Une année sans intimité, pourtant on est marié. Oui, mais en fait c'est peut-être une situation qui a peut-être dû perdurer juste parce qu'ils ne se sont pas pris à temps.
Je pense qu'il y a eu des inattentions aussi du côté de la femme. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle avait l'habitude de faire et qu'elle a décidé de ne pas faire. Parce qu'au début, tout était beau quand même. Hein. Voilà, c'est ensuite que la situation a changé. Et qu'est-ce qui est intervenu comme un facteur ou bien un événement qui a changé, qui a redimensionné la relation? Voilà, ça c'est... Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais si elle réfléchit, elle peut trouver effectivement les insuffisances. D'accord, nous allons prendre quelqu'un. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oui, c'est pour participer à l'émission. Allez-y. En fait, moi, je suis un jeune couple, jeune marié, pardon. Oui. Maintenant, le problème est que ma femme, si elle fait quelque chose, elle ne reconnaît pas ses défauts. On ne fait pas d'effort. Et elle est rancunière. Pourtant, je cherche à faire de telle sorte qu'on se parle des fois. Si on fait querelle, elle peut garder cette rancune pendant 1 semaine ou 2 semaines. Si je reviens, simple bonne arrivée, elle est incapable de me le dire. Dans ce cas, je fais comment? Elle ne fait pas d'effort dans quel sens? Allô? Allô? Elle ne fait pas d'effort dans quel sens? C'est-à-dire que quand... Mais voilà, il est parti. Monsieur Sidi, son épouse ne fait pas d'effort, elle est rancunière. Elle peut bouder 1 semaine, 2 semaines, lui ne sait pas quoi faire. Voilà, dans son cas, son épouse est rancunière, mais dans d'autres cas, ce sont les hommes qui sont rancuniers. OK? Alors, ce qu'il faut peut-être chercher à résoudre ici, c'est lorsque la femme est rancunière, certainement l'homme a dû poser un axe, voilà, qui a blessé le cœur de la femme. OK? Et ensuite, avant de se marier aussi, comme je l'ai dit, hein, il faut toujours connaître suffisamment son épouse ou son époux. Cela peut vous permettre effectivement de surmonter certaines difficultés lorsque cela arrive, par exemple. Vous voyez? Voilà, les cas où, par exemple, sa femme est rancunière, mais il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas trouvé le temps nécessaire effectivement pour étudier la situation, pour voir ce qu'il peut effectivement apporter comme solution. La solution, c'est tout simple, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour qui peut vaincre effectivement la rancune. Voilà. Parce que lorsque vous insistez, alors la rancune va disparaître. Mais si vous ne changez pas de comportement et vous continuez avec le même comportement que vous aviez avant, naturellement la rancune va encore continuer à se dessiner dans le cœur de votre épouse. Voilà. Donc le conseil, c'est de ne pas abandonner, alors de persévérer et de mettre beaucoup d'amour, surtout l'amour vrai, au centre donc de la relation. Cela va permettre donc de résoudre la question de la rancune. D'accord. Voilà. Alors, M. Sidi, pour cette réussite de la vie de couple, quel message avez-vous à donner aux jeunes couples nouvellement mariés, ensuite aux personnes divorcées et à ceux qui traversent des difficultés depuis des années de mariage? OK. Aux jeunes couples mariés, c'est ça? Voilà, aux jeunes couples qui sont mariés, alors le conseil que j'ai à donner, c'est surtout de ne pas oublier leur premier engagement. Voilà, ils se sont engagés pour la toute première fois à rester unis ensemble dans la fidélité, dans le respect mutuel, dans l'engagement, dans les sacrifices, voilà, dans le service mutuel, dans l'amour mutuel. Donc, ils se sont promis tellement de choses merveilleuses. Est-ce que vous voyez? Alors, leur mariage est comparable en fait à la naissance d'un enfant dans une famille. Alors, au départ, ce sont de belles promesses. Alors, ce sont de belles bénédictions donc que effectivement ils se sont dit dans le couple. Alors, ils doivent travailler pour ne pas perdre la vision. Parce que lorsque vous perdez la vision, vous ne partagez plus la même vision. Arrêtez, vous vivez ensemble, mais vous ne vivez pas ensemble. Vous voyez? C'est le grand danger au niveau donc, des différents couples qui sont aujourd'hui instables. Donc, les couples qui sont jeunes, s'ils ne veulent pas tomber dans cette instabilité, ils doivent travailler à tenir leur engagement ferme. Ils doivent travailler aussi à améliorer la communication. Parce que souvent, quand on ne communique pas, alors le problème prend de l'ampleur. Et à un certain niveau, le problème devient plus gros.
C'est même le cas du monsieur, par exemple, ou de la femme qui a parlé. Peut-être le problème était tout petit. Mais ensuite, les années qui ont passé, le problème donc, a pris aussi de l'âge. De la même façon qu'eux aussi ils ont grandi en âge, le problème a pris aussi de l'âge avec eux. Et à la fin, ils n'arrivent pas à résoudre la question parce que finalement, la relation est presque morte. Est-ce que vous voyez? Alors, pour les couples qui veulent divorcer, alors moi, je voudrais leur demander pardon. D'accord. Voilà, il faut vraiment encore, il faut peut-être se donner un temps de réflexion, mais surtout si vous avez des enfants, alors faites tout pour sauver effectivement les enfants. Alors le message va s'adresser aux hommes et aux femmes. Voilà, ce n'est pas uniquement à la femme pour dire oui, la femme doit rester. Non, l'homme et la femme doivent travailler effectivement à se corriger. Ils doivent même s'arrêter un instant pour réfléchir, mais qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve donc dans ce périple-là, dans cette situation-là? Voilà. Et donc, dans une sorte d'analyse très, très profonde, ils peuvent arriver effectivement à trouver la solution. Voilà. Ben, ce que je voudrais peut-être les conseiller, c'est toutes les fois où effectivement les gens sont arrivés au divorce, ils n'ont pas placé Dieu en première position. Voilà. Pourtant, quand ils sont allés à l'église pour se marier, alors c'est devant Dieu et devant les hommes. Mais ensuite, lorsqu'ils reviennent pour divorcer, c'est devant les hommes. Pareil à Parce la qu'ils ne mosquée. peuvent pas divorcer devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est qu'ils n'ont pas tenu leur engagement vis-à-vis de Dieu, qui est quand même l'être suprême, le Créateur. D'accord. Okay. Et les couples qui ont beaucoup d'années ensemble? Les couples qui ont beaucoup d'années ensemble, alors ce sont des couples qui ont vécu avec des difficultés, voilà. Mais ça ne sert à rien de se quitter. Donc, il faut rester ensemble, mais de temps en temps, il faut apprendre à avoir de très bons souvenirs, parce qu'il n'y a pas eu que ce qui est mauvais qui s'est passé dans votre relation conjugale. Il y a eu des bons souvenirs que vous avez eus dans le cadre de votre relation. C'est toujours bien de trouver un temps, voilà, pour pouvoir se rappeler de l'autre, parce que bientôt, certainement, vous allez vous séparer pour aller peut-être dans le monde spirituel. Voilà. Ça signifie que c'est un temps de préparation où vous avez l'occasion de vous arrêter et de vous demander pardon de temps en temps. Se demander pardon, c'est véritablement important, parce que ça efface beaucoup de choses. Voilà, ça permet vraiment de soigner certaines plaies, voilà, qui sont en vous, dans votre cœur, et qui font que vous souffrez même de certains maux, de certaines maladies. D'accord. Voilà, donc le pardon est vraiment essentiel dans presque toutes les relations que j'ai citées. Quand ça ne va pas, il faut demander pardon et il faut apprendre à se corriger et à repartir de plus belle. D'accord. Merci beaucoup, M. Sidi. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre contact en cas de besoin? Alors, le contact, c'est le 64 426 37 18. D'accord. 64 426 37 18. Merci beaucoup. Merci. Mais voilà, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour vivre ensemble et se donner rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. On se quitte avec cette belle citation d'Olivier Leroy qui dit « Une relation, c'est des disputes, de la confiance, des larmes, de la patience, de la jalousie, de la complicité et surtout de l'amour. » Sur ce, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir.